Simi, ça c'est une question qui revient très souvent parce que elle est très fréquente et que vous serez amené à être en face d'une urgence d'hypo ou d'hypercalcémie. D'accord? C'est pas aussi rare que ça. Alors, les hypercalcémies, non, je me trompe pas. On va commencer par les hypercalcémies parce que c'est les plus fréquentes. L'hypocalcémie, vous allez voir que vous allez comprendre très rapidement d'où ça vient. Mais les hypercalcémies, quand il y a un calcium qui est très élevé dans le sang et au niveau du dosage sérique, il faut savoir d'où est-ce que ça vient. Parce que le calcium, vous le savez tous, ça vient de l'os. D'accord? Donc, ce calcium, bon, il ne se retrouve pas seulement en majorité, il se retrouve dans l'os, mais on le retrouve dans chaque cellule aussi. Les cellules, par exemple, musculaires, fonctionnent à base de calcium. Alors, les hypercalcémies, c'est lorsqu'on a une calcémie normale, elle est entre 2,2 et 2,6 millimoles, c'est-à-dire entre 88 et 104. En fait, le dosage au niveau du laboratoire, il faut toujours regarder les valeurs de la fourchette du laboratoire, qu'est-ce que ça donne pour pouvoir savoir si c'est une hypercalcémie ou pas. Parce que si vous avez, par exemple, une calcémie à 105 alors que le laboratoire il a une valeur supérieure à 105, donc ce n'est pas une hypercalcémie. Alors, le diagnostic positif, donc il faut faire la calcémie corrigée. Et là, sur vos Android et sur vos iPhones, vous avez surtout des calculateurs. On peut accéder très facilement à la calcémie corrigée. Il faut demander le taux d'albumine, d'accord? Et à ce moment-là, on a une calcémie corrigée. Pourquoi? Parce qu'il faut doser le calcium qui est lié. D'accord? Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir donc une calcémie qui est corrigée et qui est plus ou moins réelle. Donc, la calcémie, lorsqu'elle est supérieure à 2,6, c'est-à-dire supérieure à 104, moi j'ai une patiente qui fait par exemple 142, 163 de calcémie. Alors, c'est une hypercalcémie. Le calcium est augmenté par l'acidose, donc diminué par l'alcalose. Donc, si vous avez une hypercalcémie, il faut noter que c'est une patiente qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces lignes? C'est un iPhone qui me fait ça. Alors, en fait, le calcium, lorsque vous avez une hypercalcémie, il faut savoir qu'il y a une acidose associée. Et donc, dans ce cas, dans cette situation, il faut alcaliniser, mettre un peu de bicarbonate. Alors, les signes cliniques de l'hypercalcémie aiguë, c'est les troubles digestifs, surtout anorexie, nausées et vomissements. Neuropsychiatrique, c'est l'asthénie, les troubles de l'humeur, la confusion, les hallucinations et le coma. Moi, ma patiente, elle avait de l'anorexie, elle a perdu beaucoup de kilos, de poids. Elle avait des vomissements incoercibles, de l'asthénie, les troubles de l'humeur, non. Confusion, non. Hallucination et coma, non plus. Alors, le calcium et l'acidose, en fait, c'est métabolique, c'est au niveau rénal. Lorsqu'on a comment dirais-je, euh, en fait, quand on a une acidose, on a une augmentation, lorsqu'on a une acidose métabolique, on a une dégradation, plus on a un hypercatabolisme, et du coup, vous allez avoir une survie donc des cellules qui est diminuer et du coup, vous allez avoir une nécrose cellulaire, une apoptose et de ce fait, vous allez avoir un relargage du calcium dans le circuit vasculaire et du coup, vous allez avoir une hypercalcémie. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais généralement, c'est dans ce contexte d'hypercatabolisme. Alors, cardiovasculaire, aiguë, on a une HTA parce qu'on a une contractilité artérielle du fait de l'hypercalcémie. Le calcium, je vous ai dit, il rentre dans la contractilité musculaire lisse et striée. On a une diminution du QT. Donc, rappelez-vous toujours que si vous avez une hypercalcémie, c'est l'espace QT qui est raccourci. C'est l'inverse. Et lorsque vous avez une hypocalcémie, c'est l'espace QT, la distance QT qui est allongée. Donc,
quand vous avez une dyscalcémie, faites automatiquement un ECG. D'accord? Et on a des troubles du rythme qui sont multiples et variés, puisqu'on a la contractilité musculaire qui est défaillante. On a des dysfonctions tubulaires, c'est-à-dire une polyuropolydipsie. C'était le cas chez ma patiente parce qu'en en fait, on a une hypercalcémie et du coup, les reins essayent d'éliminer d'abord le calcium qui est en excès dans le sang. Et en éliminant le calcium en excès dans le sang, on va avoir une polyurie. La polyurie, qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener une sécheresse. Donc, l'hypovolémie va entraîner la polydipsie réactionnelle. D'accord? Donc, mais au départ, c'est une polyurie débutante. Alors, on a une déshydratation extracellulaire, c'est ce que je viens de dire, qui peut entraîner carrément une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. C'était le cas de ma patiente, elle avait 163 de calcémie. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, elle buvait énormément d'eau, elle faisait un syndrome polyuropolydipsique. Et donc, euh, elle faisait, en fait, son hypercalcémie était majeure. Mais comme elle était chronique, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que son corps s'est adapté. Mais elle a continué à faire ce syndrome polyuropolydipsique et elle a fait une insuffisance rénale chronique avec aggravation de son insuffisance rénale chronique du fait de la déshydratation et de l'hypovolémie parce qu'elle ne prenait pas assez d'eau du fait de sa polyurie très importante. Par la suite, quand je lui ai demandé de faire beaucoup plus de... Quand on a fait une réhydratation, on a tamponné l'acidose métabolique. En fait, même sa créatinine qui était... On aura une hypo ou une hypercontractilité. C'est une hypercontractilité. Contractilité quoi? Vasculaire? Oui. Contractilité vasculaire, oui. C'est une hyper. Donc, en fait, elle a récupéré sa fonction rénale qui était de 50. Actuellement, elle est à 29, 28. Ah, musculaire aussi, oui, bien sûr, musculaire. Je vous ai dit musculaire lisse et striée, mais surtout lisse parce qu'au niveau artériel, on a une musculature lisse. Alors, ici, il ne faut pas oublier de mentionner ici des troubles digestifs tels que la diarrhée. La musculature, le péristaltisme digestif est accéléré aussi. Donc, du coup, on va avoir carrément une diarrhée. Ça, j'ai oublié de le mentionner ici. Donc, en fait, on a récupéré sa fonction rénale, pas totalement, mais partiellement. Alors, les signes cliniques des hypercalcémies chroniques, c'est les lithiases rénales. En fait, c'est quelqu'un qui fait de l'hyperparathyroïdie primaire et ce sont des hypercalcémies qui sont chroniques à long terme et que ça entraîne donc une précipitation du calcium au niveau urinaire. Et du coup, c'est un patient, par exemple celui que j'avais aussi qui m'est venu de Beaumartès, il avait 45 ans et depuis l'âge de 11 ans, il faisait des lithiases rénales récidivantes. Il a fallu que je demande seulement une PTH que j'ai retrouvée très élevée parce qu'il avait une fonction rénale normale et donc ce n'était pas une hyperparasecondaire. Et on avait hyperparathyroïdie parce qu'on a une PTH qui est très élevée et cette PTH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va résorber l'os et elle va faire circuler du calcium sans que le calcium puisse se fixer sur l'os. Mais en fait, il réabsorbe énormément au niveau digestif le calcium qu'il prend. Et de ce fait, ce calcium va être en excès dans le sang, même s'il se fixe un petit peu sur l'os, mais il reste beaucoup de calcium qui va circuler. Et à un certain moment, les reins, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont éliminer ce calcium en excès. Et ce calcium en excès va précipiter au niveau des reins, des voies excrétrices et donner une lithiase. Des lithiases récidivantes, pardon. Ce n'est pas une lithiase. Alors, l'IRC, dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, c'est une hypercalciurie chronique donnant une néphrocalcinose. En fait, dans l'insuffisance rénale chronique, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, si vous avez
Il y a une question là. Et donc, hyperparathyroïdie, c'est la cause de l'hypercalcémie. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la PTH, qu'est-ce qu'elle fait, la PTH? Elle permet d'avoir indirectement ou directement une réabsorption du calcium. Et donc, ce calcium va s'accumuler dans le sang. Et normalement, avec la vitamine D, ce qui se passe, c'est qu'il doit être normalement fixé au niveau de l'os. S'il n'est pas fixé au niveau de l'os, qu'est-ce qui se passe? C'est du calcium. Même s'il est fixé au niveau de l'os, il y a tellement de calcium qui circule qu'il doit être éliminé par les reins. Donc, il va faire une polyurie. Et pour peu que ce patient fasse une polyurie sans boire d'eau, généralement en Algérie, les Algériens ne boivent pas assez d'eau, donc on est tous plus ou moins déshydratés. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va faire des lithiases parce que la quantité de calcium qu'il élimine par voie urinaire est très importante et elle est en continu. Donc, il n'a aucun problème au niveau des voies urinaires excrétrices, mais c'est la quantité de calcium qui arrive et qui est importante. Donc, à un certain moment, ça va décanter et du coup, il va faire des lithiases. Ça, c'est l'hyperpara primaire, d'accord? On a aussi les cas de l'hyperpara secondaire. Dans l'insuffisance rénale chronique, l'hypercalciurie chronique entraîne une néphrocalcinose. C'est le même cas, en fait. Mais ici, en fait, au départ, c'est un problème non pas rénal, mais extra-rénal, parce que c'est un problème endocrinien. C'est la parathyroïde qui dysfonctionne au départ. La conséquence et la complication, c'est l'accumulation de calcium dans le sang et donc son élimination par les reins. Et c'est les reins qui vont subir, qui vont avoir une lithiase rénale. Dans l'insuffisance rénale chronique, le calcium aussi, il n'est pas bien fixé. En fait, c'est le même mécanisme pratiquement, mais des causes et des conséquences différentes. Et là, en fait, c'est au niveau rénal vous allez avoir une hypercalciurie. Ici, dans l'hyperparathyroïdie, c'est une hypercalciurie aussi, hein. On peut dire que c'est la même chose, c'est le même mécanisme, mais là, en fait, il peut y avoir une néphrocalcinose. Cette néphrocalcinose, c'est quoi? C'est le fait d'avoir carrément des calculs. En fait, c'est des précipitations. C'est pas la même chose que des lithiases. Ce sont des précipitations. Ce sont des précipitations qui vont donner donc des calcifications. C'est ce qu'on appelle le rein mastic ou le rein en pierre. C'est un empierrement, d'accord? Alors, on a aussi des complications cardiovasculaires tels que les dépôts calciques au niveau des coronaires et des valves. Et ça, c'est la chose la plus méchante qui peut arriver. C'est-à-dire, c'est quelque chose c'est une complication qu'on craint tous. C'est-à-dire, on a tellement de calcium. Pardon, excusez-moi, on m'appelle de l'hôpital et là, je réponds. Donc, en fait, ce sont des complications cardiovasculaires. On a des dépôts calciques qui vont aller au niveau des parois, des coronaires et des valves, entraîner donc une insuffisance cardiaque, entraîner un dysfonctionnement cardiaque et même sur le système cardiovasculaire. Mais c'est surtout les coronaires qui vont entraîner donc un IDM et une mort subite. Ça, ce sont les complications qu'il peut y avoir d'une hypercalcémie chronique. Alors, les causes, je vous ai dit, c'est soit initialement, quand on fait par exemple les dosages, on a une hypercalcémie, on a une hypophosphorémie et on a surtout une PTH qui est augmentée initialement. En fait, c'est ça en fait le problème, c'est-à-dire que la PTH a été augmentée dès le départ par une parathyroïde dysfonctionnelle. La deuxième cause, ce sont les hypercalcémies d'origine osseuse, c'est-à-dire vous allez avoir du calcium qui va se détacher de l'os, du squelette, par multiples causes. Mais généralement, on sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire généralement, on les englobe dans tout ce qui est ostéolytique d'origine osseuse ou extra-osseuse.
Alors, c'est les hypercalcémies des cancers et des hémopathies où on a une PTH qui est très élevée. C'est les métastases osseuses des cancers du sein, du rein, poumon, thyroïde, testicules. D'accord? Et c'est surtout les dysglobulinémies, c'est-à-dire telles que les myélomes et les lymphomes non hodgkiniens. Ce sont des cancers qui sont ostéophiles, c'est-à-dire qui vont aller donner des métastases, des localisations secondaires au niveau de l'os. Et au niveau de l'os, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va grignoter l'os. Et donc, quand on grignote l'os, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de calcium qui sera déchargé dans le sang. Ça entraîne donc des hypercalcémies soit aiguës, puis elles deviennent chroniques si la cause est persistante. Les autres causes, c'est l'hypervitaminose A. L'hypervitaminose A, en fait, bon, comme c'est on a des gens qui prennent beaucoup de vitamine A. Bon, faut connaître ça. On a les hyperthyroïdies parce que quand on dit hyperparathyroïdie, l'hyperthyroïdie n'est pas loin, la thyroïde n'est pas loin. Donc, il peut y avoir un dysfonctionnement originel et primaire au niveau de la thyroparathyroïde. Alors, c'est l'immobilisation prolongée complète. Pourquoi? Parce que en fait, il y a tellement l'immobilisation prolongée complète, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est grabataire. C'est les gens qui sont en réanimation, par exemple, qui ne bougent pas, ou alors les sujets âgés. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un os, parce que l'os, pourquoi il est solide? Parce qu'il y a une tension musculaire et ligamentaire dessus. Et ensuite, on a surtout une contrainte de la gravité. Alors, ces deux pressions, avec le poids du patient quand il se mobilise, font que l'os se construit et se déconstruit. C'est ce qu'on appelle le turnover osseux, c'est-à-dire que vous allez avoir un os qui est vivant. À partir du moment, à partir du moment euh, où vous avez donc un os qui ne fonctionne plus, qui n'est plus dynamique, c'est ce qu'on appelle l'os adynamique. À ce moment-là, c'est un os qui va devenir mort. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir donc et le calcium, cet os va commencer à s'effriter et c'est ce qu'on appelle l'ostéoporose en général. On va avoir une carence en PTH et c'est quelqu'un qui, par exemple, ne prend pas beaucoup de calcium et du coup, vous allez avoir une destruction rapide et prolongée du squelette et du coup, vous allez avoir donc une hypercalcémie avec un relargage du calcium. On a aussi le cas de l'hypervitaminose D. Ça, je vais en parler encore un peu plus parce que depuis l'histoire de l'ostéoporose ou Hesheshet el-Edam et tout ça, c'est devenu à la mode, premièrement, parce que c'est une mode, mais elle n'est pas vraiment réelle. Deuxièmement, c'est surtout la prise, l'automédication et la prise, même dans les salles des fêtes, par la voisine, c'est la prise de la vitamine D de façon exagérée. Alors, ça entraîne, c'était le cas de ma patiente aussi. euh, Elle a pris de la vitamine D parce qu'elle était très fatiguée, mais en fait, c'était une insuffisance rénale chronique qui était sous-jacente, qui évoluait. Et en fait, elle prenait de la vitamine D en excès. Donc, en prenant de la vitamine D en excès, on a eu une hypercalcémie avec une PTH très basse. C'est-à-dire, elle a entraîné une intoxication à la vitamine D et du coup, un feedback négatif sur la PTH. D'accord? Alors, elle est exogène par augmentation de l'absorption intestinale de calcium. Ce sont des gens qui prennent, c'est les grands buveurs de lait et surtout les gens qui prennent énormément de calcium. C'est dans le cadre de la sarcoïdose et de la tuberculose. Et les autres causes, c'est la prise excessive de calcium perros, surtout lorsqu'il y a une insuffisance rénale, des diurétiques thiazidiques. Alors, j'attire votre attention parce que, en fait, depuis quelques années, on a des recommandations des sociétés savantes concernant l'hypertension où on dit, voilà, il faut donner soit un IEC ou un ARA2 ou un inhibiteur calcique avec un thiazidique.
Et ça se donne à tort et à travers, sans vérification. Mais en fait, les thiazidiques, vous le savez très bien qu'on ne les donne pas à un certain taux de clearance de la créatinine. Alors, si on donne, certains prescrivent, donc j'attire toujours l'attention de mes confrères sur les thiazidiques, il faut calculer la clairance. Et si la clairance est assez basse, c'est-à-dire à moins de 40, 45, voire 30 millilitres par minute, il faut arrêter les thiazidiques parce que ça entraîne beaucoup de conséquences métaboliques, et notamment l'hypercalcémie. Et l'acromégalie, ce n'est pas le cas de ma patiente. Donc, en fait, je suis toujours en exploration de cette patiente chez laquelle je ne retrouve que l'intoxication à la vitamine D. Alors, le traitement, c'est de baisser la calcémie, de traiter la cause, bien sûr, et l'hypercalcémie sévère, c'est une urgence qui est thérapeutique, donc il faut aller carrément emmener la patiente en réanimation, ou alors généralement, c'est d'augmenter le volume extracellulaire. Il faut augmenter l'élimination urinaire du calcium par une expansion du volume extracellulaire par du sérum salé isotonique, c'est-à-dire on va donner carrément généralement, on commence par 2 litres, le lendemain 3 litres, 4 litres, selon les capacités du patient, parce qu'il faut voir surtout s'il n'a pas d'hypertension pulmonaire, s'il n'a pas aussi une insuffisance cardiaque, pour lesquelles on peut donner donc ces 3 à 4 litres par jour. Il faut faire une cure de diurèse provoquée par le furosémide, c'est ce qu'on a donné à notre patiente. Et il faut diminuer l'absorption intestinale de calcium en donnant des glucocorticoïdes, 10 à 20 mg de prednisone, entraîne une hypercalcémie par quel mécanisme? La vitamine D, à partir de quel argument on parle d'une hypercalcémie majeure? Hypercalcémie majeure, c'est 3 millimoles, c'est-à-dire quand on a, vous convertissez, ça va jusqu'à 140. Normalement, c'est 120, 130, 140. D'accord? Chez ma patiente, on était à 163. En fait, la vitamine D, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vitamine D, lorsque vous êtes exposé au soleil, vous fabriquez de la vitamine D au niveau de la peau. Après, vous avez donc une première hydroxylation hépatique. Elle n'est pas biologiquement active, pas encore. Elle passe par les reins. On a une deuxième hydroxylation rénale, et donc là, à ce moment-là, elle est biologiquement active, et la vitamine D permet l'augmentation de la réabsorption intestinale, surtout de calcium. D'accord? C'est de là que vient l'hypercalcémie. OK? Et en fait, l'absorption calcique, l'absorption digestive du calcium, elle est très sensible à la vitamine D. Et vous savez très bien qu'actuellement, on donne des doses faramineuses de vitamine D, et du coup, euh, on a des hypercalcémies qui sont des hypercalcémies qui se baladent et qu'on ne diagnostique pas. Et tout le monde fait de l'hypercalcémie pratiquement, mais heureusement pas tous. Alors, on va donner les glucocorticoïdes parce qu'ils entraînent donc une diminution de la réabsorption de ce calcium et une élimination donc du calcium par voie urinaire. On peut donner du phosphore péros, mais il est mal toléré. Donc, on évite de le donner, mais on peut donner carrément des glucocorticoïdes. Alors, on peut entraîner l'inhibition de la résorption osseuse par les biphosphonates. On donne 30 à 90 mg en 4 heures dans 500 cc de sérum salé isotonique, et on donne de la calcitonine qui entraîne donc une efficacité, une rapidité. Maintenant, pour l'hypercalcémie sévère, il faut aller carrément faire de l'hémodialyse en urgence. En fait, l'hémodialyse est un moyen efficace et rapide d'élimination. Parce que, en fait, pour ma patiente, je me suis dit, je vais tenter d'abord l'expansion, le phosphore, diminuer la calcémie par un feedback négatif. D'accord? Parce que le phosphore, lorsqu'il augmente, on va avoir une inhibition de la PTH et donc une diminution de la réabsorption du calcium et une élimination, bien sûr, du calcium. Alors, en fait,
l'hémodialyse, j'avais commencé par faire une expansion volémique avec des diurétiques chez ma patiente. Et il a fallu juste faire une réhydratation pour avoir une calcémie normale. Maintenant, les biphosphonates sont à discuter chez cette patiente avec des corticoïdes parce qu'en fait, toute l'exploration est revenue négative. Alors, selon l'étiologie, quand on a une hyperpara primaire, on fait la parathyroïdectomie. PTX, ça veut dire la chirurgie. C'est l'exérèse donc de ces parathyroïdes. La sarcoïdose, bien sûr, c'est les glucocorticoïdes. Non, on donne pas c'est selon. Par exemple, chez ma patiente, je ne suis pas obligée de faire de la dialyse, je ne suis pas obligée de faire des biphosphonates parce que sa calcémie est très variable, mais en fait, en faisant seulement une expansion, en donnant seulement du furosémide, j'arrive à équilibrer ma calcémie avec bien sûr, avec des contrôles réguliers. Donc, en fait, je ne peux pas donner des glucocorticoïdes parce que, en fait, ce n'est pas aigu, c'est chronique, premièrement. Deuxièmement, les corticoïdes à long terme, il faut les surveiller parce que ça peut donner un diabète cortico-induit, une hypertension, alors que chez ma patiente, elle fait une hypotension. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut donner? On va donner peut-être des biphosphonates. Mais les biphosphonates ne sont pas dénués d'effets secondaires et donc il faut peser le pour et le contre. Voilà pourquoi on préfère réfléchir à ce qu'on doit donner parce qu'il faut peser le pour et le contre. C'est la balance bénéfice-risque. Alors, pour le myélome, les hémopathies, le traitement est spécifique, bien sûr, c'est chimiothérapie après réhydratation et biphosphonate. Alors, les hypocalcémies maintenant, le diagnostic positif, c'est une calcémie corrigée qui est inférieure à 2,2, c'est-à-dire inférieure à 80, 82, 80. Alors, l'hypocalcémie aiguë, on a des signes neuromusculaires, surtout des crampes, les paresthésies, c'est la main d'accoucheur que vous connaissez tous, c'est les spasmes laryngés, la tétanie. Les tétanies, en fait, vous avez de la plus petite, c'est-à-dire la main d'accoucheur, même avec des petites, euh, des, des crampes, des petites crampes, jusqu'à la tétanie, les convulsions, nausées, vomissements, le signe de Chvostek et Trousseau. En fait, Jostek et Trousseau, c'est au niveau du visage. Donc, vous allez avoir sur le trajet du trijumeau, en fait, vous allez avoir donc une réaction dès que vous mettez une pichenette sur la joue ou la tempe ou sur la joue, vous allez avoir un rictus de tétanique. Alors, on a des troubles cardiaques, comme on a dit, pour les hypercalcémies, c'est un raccourcissement de l'espace QT. Pour les hypocalcémies, c'est un allongement de l'espace QT. On peut avoir des troubles de la conduction avec un BAV, voire une fibrillation ventriculaire. Donc, on a une orientation diagnostique, c'est le dosage de la PTH toujours, la calciurie et la phosphorémie. Il s'agit d'hypocalcémie, d'accord? Donc, c'est pas un excès, c'est un défaut de calcium. Alors, les hypocalcémies chroniques, bien sûr, l'installation se fait beaucoup plus lentement, mais on aura des conséquences. C'est l'hypoparathyroïdie post-chirurgicale. Dans le cadre d'une hypoparathyroïdie post-chirurgicale, c'est quoi? C'est quand on a, par exemple, chez avant la greffe, par exemple, chez un insuffisant rénal chronique, pardon, qui a une hyperparathyroïdie secondaire. À ce moment-là, il a une indication chirurgicale. On n'arrive pas à corriger cette hyperparathyroïdie secondaire chez l'insuffisant rénal chronique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire une parathyroïdectomie. On va enlever les parathyroïdes. En enlevant les parathyroïdes en post-chirurgie, vous allez avoir une PTH qui sera très basse. Et donc, du coup, vous allez avoir surtout une PTH basse, une phosphorémie basse avec une calcémie qui est basse. Mais en fait, ça se comprend puisque la glande régulatrice et qui était en hyperactivité, on l'a enlevée. Du coup, vous allez avoir tout va s'effondrer en même temps. Lorsqu'on a une thyroïdectomie aussi, je l'ai vu, c'est les thyroïdectomies totales ou subtotales.
Juste après, dans la semaine, ce sont des patients et des patientes qui font de l'hypocalcémie. C'est les carences en vitamine D, par malabsorption. C'est dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique parce qu'on a une hyperparathyroïdie secondaire du fait de l'absence de vitamine D. Donc, on a une hypocalcémie par mauvaise réabsorption ou une carence en réabsorption digestive du calcium. Du coup, vous allez avoir une mauvaise élimination du phosphore. On va avoir une hyperpara secondaire qui va entraîner une résorption osseuse et du coup, vous allez avoir un entretien de cette hypocalcémie. Alors, l'hypocalcémie, hypercalciurie familiale, elle est génétique, elle est familiale. Et donc, ce sont des enfants qui font de l'hypercalciurie, qui font des néphrocalcinoses, qui font aussi des lithiases urinaires à répétition. Et du coup, vous allez avoir, quand vous faites le dosage, vous allez avoir une hypocalcémie. Et sur le dosage urinaire, c'est une hypercalciurie. Et vous allez avoir toute une histoire familiale de personnes dans la famille qui font des lithiases. Ils vont vous dire, oui, dans notre famille, on fait beaucoup de lithiases urinaires. Donc, ça devrait attirer l'attention que, voilà, c'est héréditaire et c'est un terrain familial. Alors, les hypocalcémies aiguës, c'est une précipitation intravasculaire iatrogène, par exemple, de citrate, c'est le syndrome de Lise tumorale. Alors, le syndrome de Lise tumorale, c'est quoi? En fait, c'est un patient chez lequel on a donné une chimiothérapie. Cette chimiothérapie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va non seulement toucher, bon, on a maintenant les thérapies ciblées, mais nonobstant le fait que c'est le même schéma, pratiquement le même objectif, c'est une chimiothérapie et donc on va tuer des cellules. Et ces cellules vont relarguer du calcium, mais ce calcium va se précipiter et donc on va avoir une hypocalcémie. C'est la précipitation intratissulaire. euh, il va se précipiter en intravasculaire, j'entends bien. En intratissu, ça entraîne dans le cadre de la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, c'est-à-dire, c'est le Crush syndrome, c'est l'écrasement tissulaire et l'écrasement surtout musculaire. Et dans la pancréatite aiguë, vous allez avoir donc une précipitation dans le tissu. Alors, l'IRC, est-ce qu'on a une hypocalcémie à cause du manque de la vitamine D ou bien on a une hypercalcémie due à l'hyperpara? Non. En fait, dans l'IRC, je viens de l'expliquer. Alors, je reviens sur ça. Alors, dans l'insuffisance rénale chronique, dès les premiers stades, c'est-à-dire à 60 millilitres par minute, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le premier phénomène, c'est que vous allez avoir une diminution de la libération ou de l'élimination, une diminution de l'élimination du phosphore. Alors, le phosphore et les phosphates, ça va entraîner un feedback donc positif, donc on aura une hyperparasecondaire. La PTH va être stimulée. Normalement, si la PTH est stimulée, on va avoir donc une résorption osseuse. Donc, le dynamisme, le turnover osseux est très accéléré et donc ça entraîne une résorption. D'accord? Le souci, c'est que normalement, indirectement, on devrait avoir une augmentation de l'absorption du calcium, mais ce n'est pas le cas parce que il y a une carence en vitamine D parce que la vitamine D n'est pas hydroxylée par les reins, puisque les reins sont défaillants. Ils sont en insuffisance rénale. Et du coup, vous n'avez pas de vitamine D et donc vous avez très peu de réabsorption qui a de calcium au niveau intestinal et donc on tombe dans l'hypocalcémie parce que tout le calcium qui est résorbé, comment on dit, qui est évacué par l'os, par résorption, parce que la PTH en haut, elle est en train de dire attention, attention, il y a du phosphore, il y a beaucoup de phosphore, donc il faut éliminer, il faut augmenter le turnover osseux, et donc ce calcium sera éliminé en fait, mais il ne sera pas fixé, il ne sera pas utilisé.